Je vais donner la parole à Olivier D'Artigol. Bonsoir, je vais faire quelque chose de plus rapide que ce que j'avais imaginé faire pour vous laisser du temps pour l'échange, quitte à revenir sur certaines dimensions et certaines problématiques. D'abord, merci pour l'invitation. J'ai appris combien cet espace de discussion et de travail avait un historique, et je pense que le nombre de participants ce soir montre bien que vous êtes engagés dans un travail de fond. Et je pense que c'est de cette manière-là qu'on peut redonner cette lettre de noblesse au débat public, au débat politique. Sur un sujet, vous venez de conclure dessus, je prends la balle au bond, sur le choix de société. Parce que c'est bien de ça et de rien d'autre dont il est question au final. L'un comme l'autre à votre manière, vous nous appelez à un devoir, à une exigence d'humanité. Il faut quand même se dire les choses telles qu'elles sont aussi. Notre pays a été saisi il y a quelques semaines, lors de la journée d'action des salariés des EHPAD, d'une situation absolument insupportable. C'est comme quand quelque chose fait irruption dans le débat public et médiatique, et que des millions de gens en sont saisis, et se disent tout simplement, mais bon sang, c'est pas possible. On ne peut pas accepter ça. Moi, j'ai vécu cette journée à Pau, dans mon pays, ça s'entend un peu, je crois. On l'a vécu nationalement, tout en réaffirmant l'exceptionnel professionnalisme des salariés, des directeurs de structures. Il n'est pas acceptable que dans un pays développé comme le nôtre, au XXIe siècle, on puisse être dans une telle situation. Je fais écho, vous savez, sur cette journée-là, et je vais vous dire d'ailleurs comment le gouvernement a réagi à tout ça, l'exécutif. J'ai passé une matinée à stabiloter très précisément ces paroles brutes de salariés d'EHPAD. Stylo à la main. J'ai pris d'abord la presse nationale et après j'ai pris toute la presse quotidienne régionale, où il y a eu beaucoup de témoignages. Cette parole des salariés s'est libérée. Certains ne pouvaient pas terminer leur témoignage parce qu'ils étaient aux larmes. Parce qu'il y a quelque chose qui relève de l'indicible, tellement nous basculons dans quelque chose d'inhumain. Je prends au bord de mémoire l'une de ces paroles qui disait « Nous n'avons plus le temps, virgule, plus le temps d'être humains ». Une autre disant « Nous sommes toujours bienveillants, mais nous sommes devenus maltraitants par manque de moyens ». Une autre disant « Je travaille dans une usine à Vieux ». Une autre encore disant « Le matin, quand on a une personne âgée en détresse psychique, psychologique, qui dit à sa soignante « Vous passerez me voir aujourd'hui pour qu'on discute un peu ». La soignante disant « À chaque fois on dit « Oui, on passera », tout en sachant qu'on n'aura absolument pas le temps de le faire. Et ne tournons pas autour du pot. Cette situation-là, inacceptable, intolérable, est le produit d'arbitrage politique. Je vais dire après que, en effet, la question des moyens n'est pas la seule et unique question. C'est pas l'alpha et l'oméga. Mais quand même, bon sang. Quand Agnès Buzyn, face à cette pression nationale, lâche 50 millions d'euros, c'est indécent. Quand, dans le même temps, la première fortune française, Bernard Arnault, touche toutes les heures 3,5 millions d'euros à chaque seconde que nos journées font, de jour comme de nuit, ce monsieur empoche 770 euros chaque seconde. La question de la répartition des richesses pour mettre le paquet sur l'humain
Une décision politique à hauteur des besoins humains permettrait de régler cette situation dans le mois qui vient par un collectif budgétaire en urgence, donnant les financements nécessaires à l'ensemble des organismes publics et privés. J'attire votre attention, c'est grave ce qui s'est passé aujourd'hui à l'Assemblée nationale, puisque un député communiste, Pierre Darville, a déposé aujourd'hui même une proposition de loi sur la reconnaissance sociale des aidants familiaux. 10 millions de personnes qui donnent de leur temps, de leur bienveillance, de leur humanité à quelqu'un qui se trouve en situation d'handicap, d'invalidité, de perte d'autonomie, de vieillesse. 10 millions de personnes se retrouvent dans cette situation d'aidants familiaux. Il y aurait donc la possibilité, c'est la proposition de Pierre Darville, de créer une reconnaissance sociale de ces aidants familiaux. On a fait un chiffrage. Si on prend 20% de ces aidants, à qui on pourrait donner un congé de 6 mois, ça mobilise dans la richesse nationale que 550 millions d'euros, bon sang. C'est rien, c'est peanuts. Quand dans le même temps, la suppression de l'ISF a enlevé à la richesse nationale 4 milliards d'euros. Donc si par exemple je prends que ça et je m'en arrête sur la question des financements, mais il va falloir donner ces chiffres-là dans le pays, les redonner. Si par exemple on revient sur la suppression de l'ISF, qui accorde quand même du fric à ceux qui en ont déjà beaucoup trop, qui n'avaient absolument pas besoin d'un cadeau fiscal, la question de la dépendance est réglée dans notre pays. Il faut le dire comme ça. Réglée au moins budgétairement, je vais passer sur l'autre dimension. Moi je vous assure, parce que il y a quelque chose qui soulève le cœur, qui relève d'une indignité nationale. Quand dans un pays développé comme le nôtre, les financements ne suivent pas sur la dépendance, sur la situation faite à l'hôpital public. Dans toutes les soirées que je fais, l'hôpital public est en situation de très grande urgence. Lorsqu'on ne fait pas ce qu'il faut pour... je le dis, on a eu un mouvement dans les prisons, sur les conditions d'incarcération. Quand on ne fait pas ce qu'il faut sur un très grand nombre de sujets, où c'est l'humain qui est au cœur. Notre pays va dans la mauvaise direction. Alors encore une fois, ce sont des choix. Hein. Ce sont des choix. Vous pouvez très bien, quand vous arrivez aux affaires, ne pas faire la suppression de l'ISF et dire mais la priorité nationale, la première année du quinquennat, c'est une grande politique nationale pour nos anciens. Après, vous avez touché quelque chose de sensible sur les valeurs. En fait, les personnes âgées sont sur, en effet, des choses qui ne sont pas au cœur de la manière dont on imagine notre société, sur les valeurs ascendantes, sur les valeurs de performance. Vous avez vu tout à l'heure, ça m'a fait rire, j'ai repensé un peu au livre que j'ai écrit sur Macron, mais elles ne sont pas dans le top de ce qu'on attend de nos sociétés, puisqu'elles sont dans la lenteur, dans la profondeur, dans la disponibilité. J'ai bien aimé. Et c'est vrai que, moi j'aime bien dire nos papis, nos mamies, nos vieux, ils sont dans la lenteur, dans la profondeur, dans la disponibilité. C'est pas exactement ce qui caractérise le nouveau président de la République, je peux vous dire. Sur ces 3 critères-là. Lorsque j'étais président de mission locale pendant 6 ans, j'ai vécu une situation extraordinaire, où le préfet nous avait demandé de faire des programmes d'action pour les jeunes décrocheurs. J'ai toujours eu horreur de ce terme-là, parce que ce ne sont pas ces jeunes qui décrochent du système scolaire, c'est notre société qui ne fait pas ce qu'il faut pour les mettre dans un cheminement de réussite scolaire, c'est un autre sujet. Mais comme président de la mission locale, j'avais choisi un partenariat entre l'ensemble de ces jeunes décrocheurs, des jeunes des quartiers populaires, et une maison de retraite à Pau. Notre action a consisté à ce que les jeunes interviennent dans cette maison de retraite pour sensibiliser nos anciens au fait d'envoyer un SMS à leurs petits-enfants ou à leur famille. C'est-à-dire qu'il y a le directeur de la maison de retraite me dit on a beaucoup de demandes
nos résidents qui disent, bon, on a le téléphone, notre famille nous l'a donné, mais on arrive à prendre un appel entrant, appel sortant, par contre, pour envoyer un SMS, tout c'est plus compliqué. Et j'ai vécu cette expérience humaine, mais forte, intense, de voir ces jeunes revenant dans la maison de retraite, après avoir... c'était je parraine un papy, ou une mamie, le titre. Je parraine, donc ils avaient un jeune parrain. Et donc, au final de la séquence, les personnes âgées qui s'étaient inscrites dans cette activité pouvaient envoyer à leurs petits-enfants, leurs enfants, le SMS. Les liens humains ont perduré. J'ai appris ça plus tard. C'est-à-dire ces jeunes décrocheurs, ceux dont on dit qu'ils sont en bas d'immeuble, irrécupérables. Mais après la formation, ils ont continué, pour certains d'entre eux, pas tous, à aller visiter, retrouver la personne qu'ils avaient formée à l'envoi d'un SMS. C'est une formidable expérience qui donne envie de solidarité intergénérationnelle, qui donne envie d'humanité, le mot de tendresse m'est arrivé. Donc c'est à la fois un débat national sur dans quelle société voulons-nous vivre, sur quelles valeurs. Il faut quand même dire, je ne veux pas avoir une parole trop provocante, mais si les choses vont si mal dans certains établissements, c'est que des stratégies de management et de rentabilité à tout crin ont pris le dessus, il faut le dire, sur d'autres critères. Lorsque les personnels me disent « Monsieur Artigol, on doit être à 1 salarié pour 1 résident », quand je vois l'établissement d'Orthès qui est à 0,3, c'est pas tenable. Concrètement, si on monte le tableur Excel avec cette réalité, ça ne tient pas, ça ne peut pas passer. Donc je termine sur 2 propositions. On va faire une quinzaine, mais 2. La première, il faut bien se dire dans ces batailles, parce que c'est des batailles, je vais dire ça, c'est batailles politiques, ça peut être des sujets philosophiques ou des préoccupations professionnelles, pour que tout le monde se sente à l'aise. Mais il va bien falloir que notre société se remobilise sur des valeurs. Pas la compétition à tout crin, pas le fait d'écraser l'autre, pas des stratégies de domination, mais des stratégies d'entraide, de main tendue, de solidarité, d'écoute, de compassion, de bienveillance. Pas des stratégies de rentabilité à tout crin, mais la mobilisation de moyens financiers, techniques, que sais-je, pour la satisfaction des besoins humains, pour le développement des capacités humaines. Le 3e temps de la vie est un temps formidable, puisqu'il peut être sorti des logiques marchandes, mais il peut être un temps plein sur l'utilité sociale. Moi, j'ai eu une arrière-grand-mère, je termine là-dessus, qui est allée jusqu'à 99 ans, qui n'a pas voulu faire 100, qui s'est laissé mourir pour pas être dans le journal. Un sacré caractère, une autodidacte, une paysanne, qui avait réussi dans le sud d'Iran, il y avait des vignes autour de sa maison, à faire venir une source d'eau naturelle vers sa maison. Elle ne connaissait absolument pas la manière dont on pouvait faire venir cette eau. Mais elle a réalisé cet exploit en faisant ses calculs sur le dénivellement, etc. Et donc on avait cette source d'eau dans la maison familiale grâce à cette mamie. Mais elle m'a appris des choses sur certains sujets à la même hauteur que mes profs de fac. Cette transmission de l'expérience d'une vie et d'une richesse extraordinaire. C'est une richesse nationale qui sommeille aujourd'hui, qui n'est pas dans laquelle on ne va pas puiser, pour reprendre une métaphore de fontaine et d'eau. Donc il y a la question vraiment de quelle société, sur quelle valeur. Et puis je termine là-dessus, mais là-dessus je serai... tous ceux qui me disent les moyens, c'est pas un problème, je suis d'accord avec vous, donc on n'a qu'à régler de suite les moyens, comme ça on évoquera les vrais problèmes. Et on va vous remercier parce que vous avez apporté vraiment chacun des éléments de réflexion, y compris, c'est un vrai débat que la question qui a été posée, de savoir les moyens et la réflexion du pourquoi et pourquoi faire. C'est vraiment assez fondamental et on ne peut pas poser la question des moyens, effectivement, sans poser cette réflexion qui a été évoquée par
par vous. Voilà, donc la parole est à vous. Françoise, à son habitude, dans nos débats, va passer par Oh, je sais pas. On va s'éloigner. Oui, moi je me présente, je suis aide médico-psychologique et j'interviens auprès de personnes en situation de handicap, mais ma formation peut permettre qu'on intervienne auprès de personnes âgées. Et dans le cadre de ma formation, et dans le cadre de mes différentes expériences professionnelles, j'ai eu l'occasion de travailler en EHPAD, et j'aimerais revenir sur les critères d'évaluation de la personne âgée en EHPAD, parce qu'il y a des grilles qui permettent de calculer des niveaux de dépendance, les coûts d'hébergement sont calculés en fonction de ça. Et je trouve que ces critères sont particulièrement désagréables, non valorisants. On parlait de capacité tout à l'heure. Je pense qu'il y a aussi à revoir ces grilles d'évaluation, plutôt en termes de capacité à faire les choses, plutôt qu'à les voir complètement à l'envers, ce qui donne des postulats professionnels complètement différents. Et donc je pense qu'il y aurait des outils à mettre en place qui permettent vraiment qu'on prenne en compte la personne vieillissante dans toute sa globalité, et comme j'ai pu l'entendre fort justement, on prenne aussi la question des plus jeunes avec tout ce que ça peut engendrer, également avec toutes ses capacités et ses possibilités. Voilà. C'est la parole. Bonsoir. Alors moi l'an dernier j'ai fait un stage en EHPAD de plusieurs semaines. Alors en qualité de... En fait j'étais dans l'administration, j'étais pas aide-soignant ni rien d'autre. Et donc du coup tout à l'heure alors j'ai plus le nom de monsieur. Pardon ? Jean-Charles Saki. Oui, monsieur Saki, voilà. Pardon, donc tout à l'heure vous avez parlé de la philosophie qu'il faut avoir vis-à-vis de la question de la vieillesse. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que il y avait déjà tout un arsenal réglementaire en fait qui allait dans le sens d'une participation des résidents d'EHPAD qui soient acteurs en fait de leurs conditions d'hébergement, leurs conditions de soins, etc. Que ce soit d'ailleurs les résidents ou leurs familles et puis également les aides-soignants. Donc le problème c'est que après voilà, c'est des questions politiques, des questions de volonté politique, c'est que pendant des années on a su faire un arsenal réglementaire qui permet, qui a une philosophie plutôt progressiste, disons-le comme ça, et finalement on ne donne jamais les moyens qui vont avec pour permettre d'appliquer ce genre de politique. Donc là on est bel et bien dans une question de moyens et rien d'autre. Une autre observation que j'ai pu voir durant mon stage, donc en fait j'ai été confronté en fait aux cadences intenables des aides-soignants. Alors c'était assez ubuesque, c'est-à-dire qu'on avait une directrice qui sans arrêt alertait l'agence régionale de la santé du manque de personnel, du manque de moyens. Évidemment l'ARS ne faisait rien. À côté, on avait un personnel qui était au bout du rouleau et en fait qui faisait des arrêts maladie quasiment à tour de rôle. Et du coup, ça coûtait plus cher en remplacement parce qu'il fallait faire appel à des boîtes privées d'intérim pour remplacer certains personnels. Du coup, ça coûtait plus cher à l'EHPAD. Enfin, on marche vraiment sur la tête. Le problème, il peut être réglé... Le problème là pouvait être réglé assez rapidement en employant du personnel. Le résultat aujourd'hui, c'est que cet EHPAD-là, donc la municipalité dans laquelle il est, c'était à Pornic, donc cet EHPAD-là est passé au privé.
La municipalité a choisi de le laisser, se faire racheter par un acteur privé qui possède plusieurs EHPAD dans le coin. Je ne sais plus le nom de la société exactement. Enfin, voilà, on est. Moi, de ce que j'ai vu, c'est que c'était surtout une question de moyens. Je pense pas qu'on ait tant de chemin que ça à faire sur la question de philosophie vis-à-vis de la prise en compte des personnes âgées. Moi, je trouve que depuis 2003, où il y a eu la canicule, il n'y a pas eu vraiment de progrès qui ont été faits. Les personnes qui sont vulnérables et dépendantes ne peuvent pas se défendre. Donc, je suis très contente qu'on ait des débats comme ça, parce que nous sommes en retraite, mais plutôt encore pas trop âgés. Il faut vraiment, c'est un des combats, comme on s'est battu pour des choses terribles, quoi, là-dessus. Il faut y aller, quoi. Je sais pas trop. Merci pour avoir organisé cette réunion. Il y a quelques mots dans ce débat. Le vieillissement, c'est un fait. C'est un fait de société. Ce qui dit d'ailleurs de l'intervenant, pour le moment, en tout cas, ça ne diminue pas. Il y a plus de personnes âgées. Et ça risque de durer encore un moment, au moins qu'on nous abatte. Donc, je crois que c'est un fait. Il faut bien que le niveau de pouvoir public des pays, des diriges, prennent ça en compte. Or, c'est pas ce qui se passe. Alors, les EHPAD, il en manque, les EHPAD. À la fois, il en manque, mais dans ceux qui existent, c'est vraiment confiné. Quand je prends la commune où j'habite, c'est Pédrance, 6 000, en gros 500 habitants, un EHPAD, 50 places. Là, vous pourrez aller voir, je ne sais pas ça. Il y a des listes d'attente. Et donc, les gens qui sont confrontés à ces problèmes-là sont plus, quand ils sont mal, ils ont plus que mal. Parce que partout où vous regardez, vous prenez de plus en plus de gens, mon père, ma mère, machin, les gens vieillissent et s'interrogent. Et je sais, j'en ai entendu parler comme d'autres d'ailleurs, bien il y en a qui font des demandes dans plusieurs communes, même à des fois, voire peut-être des centaines de kilomètres, en disant comme ça, peut-être qu'on va trouver. Parce que quand vous êtes devant le problème, donc, là, c'est quand même mal. Donc, c'est un vrai problème de société et ça commence à bouger. Le problème n'est pas d'hier, il y a 30 ans que ça vient, est encore bien plus fort, parce que le problème qu'on a dans ce pays, mais c'est pas que ce problème-là, c'est que tout est vu comme un coût. Donc, les problèmes de santé, du vieillissement, c'est un coût. Alors voilà, quand vous allez interroger, on vous rendez compte, c'est qui paye, c'est un coût pour tout. Comme ça dépend, ça a été dit tout de suite par le Garal, l'ISF, 4 milliards de cadeaux, on n'a plus qu'à les mettre là-dedans, on aurait peut-être résolu quelques problèmes. Donc je crois qu'il faut faire beaucoup plus fort, parce que moi je suis atterré, j'ai encore vu une petite voisine hier soir, ma grand-mère a 87 ans, il vient de rentrer hier après-midi de la salle verte ici à Quintin, il va mettre la mémé toute la nuit tout seul à la maison, ils n'ont pas d'autre solution pour le moment, et elle a un appareil à pic là, si elle a envie d'aller la nuit. Et elle me dit, mais le bip qu'elle a, c'est pour appeler une entreprise qui appelle. C'est pas pour qu'elle ait envie d'uriner. Alors, si la mémé appelle trop souvent, on va se faire, entre guillemets, enguirlander parce que l'appareil, il n'est pas fait pour ça. Mais comment ils vont faire? Comment ils vont faire? C'est l'aide à la vie. Vous voyez que tous les nuits vont se donner, et après, il y a des problèmes de compétences. La petite dame que je connais, elle n'est pas capable, je lui dis, mais tu vas pas porter la grand-mère deux fois par nuit, tu vas te péter le dos, tu vas avoir des gros problèmes. Donc, c'est vraiment des problèmes, et il faut que ce soit vraiment pris en compte. C'est bien qu'il y a eu des problèmes, quand il y a eu des problèmes, les gens sont enfin sortis, qu'on en parle de plus en plus, mais c'est un problème qui est quand même depuis longtemps. Et les EHPAD, je le dis parce que moi j'ai dans la commune de Pédran où j'habite, j'ai bien connu le problème, c'est quand même les résidents qui payent des prix qui sont quand même, assez souvent, dans bien endroit, prohibitifs. Il y a des familles qui ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, alors je crois qu'avec tout ça, il est grand temps que ce soit revu. Oui, moi je voudrais d'abord insister sur la souffrance que subissent
à la fois les personnes âgées et ceux qui les soignent, ceux qui en ont la charge. Et je voudrais tout simplement, sans allonger le débat, me rappeler de 2 réunions où des personnels travaillant en EHPAD sont intervenus. Nous avons, dans notre coin, une certaine habitude de traiter ces problèmes de l'autonomie. Et je me souviendrai toujours de cet aide-soignant travaillant en EHPAD qui, au cours de la discussion, a brusquement déclaré « Je ne voudrais pas subir ce qu'on m'oblige à faire subir aux gens dont j'ai la charge. » La deuxième réunion, celle-là était à Quimper, il y avait là une infirmière qui expliquait que la pression était telle que quand elle rentrait chez elle après son boulot, épuisée après son boulot, elle prenait 20 minutes ou une demi-heure avant d'entrer dans la maison, de façon à ne pas faire subir à sa famille les conséquences de ce qu'elle avait vécu. Et là, je crois effectivement que l'on est au cœur du problème. On ne peut pas faire en sorte que les gens soient traités dignement lorsque ceux qui ont choisi de faire ce métier, parce que quand on choisit de s'occuper des humains, c'est jamais anodin, c'est un choix de vie, on ne peut pas accepter cela. Et en même temps, je suis d'accord avec vous quand vous disiez que on garde sa dignité toute sa vie. Et c'est vrai qu'il faut être conscient de cela. Mais c'est vrai aussi que des gens qui gardent leur dignité jusqu'au bout, on les oblige de temps en temps à vivre des choses indignes. Et ça non plus, ce n'est pas acceptable. Et pour terminer, je voudrais citer autre chose, parce que bon, je m'occupe un peu souvent de cela. C'est ce que disait Christiane souvent. Ce n'est pas parce qu'on est âgé qu'on n'a plus le droit d'être soigné comme tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on est âgé qu'on n'a pas le droit d'avoir les équipements qui permettent de mieux voir, de mieux entendre. Ce n'est pas parce qu'on est âgé qu'on n'a plus le droit d'avoir un certain nombre de traitements parce qu'ils sont trop coûteux par rapport au nombre d'années supposées qui restent à vivre. Ce n'est pas parce qu'on est âgé qu'on n'a pas le droit d'être opéré quand une opération est nécessaire. Je crois qu'il y a là aussi, au-delà du problème des moyens, il y a là, à mon avis, une question qu'il faut que l'on se pose, mais qu'il faut qu'on se pose fortement. Dans quelle société est-ce que l'on veut vivre? Moi, je reçois, et je vais terminer là-dessus, toutes les semaines, sur ma boîte mail, de la publicité pour leur grille. Investissez dans les maisons de retraite. Vous vous créerez des ressources d'une part et vous assurez votre vieux jour d'autre part. Eh bien, je dis que on vit dans une société, on en est à ce point-là. Eh bien, on vit une société qui est en voie de décadence. Oui. Si vous permettez, juste une précision. À propos de la dignité, c'est vrai, vous êtes d'accord avec moi, cette dignité qu'on a en tant que personne,
en tant qu'humain est une dignité qu'on ne perd jamais. Et c'est important de le dire parce que vous savez qu'il y a des penseurs aux États-Unis qui, à un moment donné, se sont dit une personne qui est terriblement dégradée psychiquement, physiquement, est à moindre niveau qu'un animal, que tel ou tel animal de telle ou telle espèce. Et il faut faire attention à cela. Pas considérer que parce qu'on perd des capacités, on perd sa dignité. On ne perd pas cette dignité-là. Mais j'ajouterais ceci. Il y a aussi, en ce qui concerne la dignité, le sentiment que l'on a de sa propre dignité. Et ce sentiment-là, on peut le perdre. Parce que pour garder ce sentiment de dignité, on a besoin de l'appui des autres, du regard des autres, de l'attention des autres. On a besoin qu'on prenne soin de nous. On a besoin que les autres comptent pour nous et qu'on compte aussi pour les autres. Sinon, finalement, dans une situation d'handicap, de maladie grave, on finit par perdre le sentiment de sa dignité. Je ne me sens plus digne. Et alors, pour ceux qui prennent soin de ces personnes-là, faut-il aller dans leur sens et dire « Oui, c'est vrai, dans cet état-là, on n'est pas digne de vivre » ou bien ne faut-il pas tenter de restaurer ce sentiment de dignité, donner un appui par l'aide qu'on apporte, par l'attention qu'on fait à l'autre, à ce sentiment de dignité. Une troisième chose à propos de cette dignité, dire qu'on ne perd pas la dignité, dire qu'on peut perdre le sentiment de dignité, cela signifie aussi qu'il y a des situations qui ne sont pas à la hauteur de notre dignité. Et ce sont ces situations-là qu'il faut changer. Il y a des pratiques, il y a des situations qui vraiment ne sont pas à la hauteur de notre dignité. Et là, il y a du travail à faire. Oui, si tu veux la part. Je partage. Oui, alors, il y a un mot qui revient ces derniers temps dans l'ambiance idéologique, c'est le mot bienveillance. Or, je crois qu'on vit dans un monde, dans la globalité de ce monde, qui est le monde le moins bienveillant qu'on a connu depuis longtemps. Moi, j'ai encore dans les oreilles le rabattage sur le truc fort, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, cette espèce d'étalonnage de fortunes variées et diverses, et d'ailleurs pas tellement diverses, mais surtout importantes, et à être écœuré par cet étalage obscène de richesse et de monde avant. Et je crois que cette utilisation idéologique d'un certain vocabulaire vise tout simplement à masquer, camoufler la brutalité extrême de ce monde, la violence extrême de ce monde, qui est faite aux enfants, qui est faite aux travailleurs, et qui est faite aux vieux, naturellement. C'est la fin de la chaîne. Et je crois si on n'a pas en tête, parce que les EHPAD, c'est quelque chose qui est important, c'est la fin de vie, ça concerne tout le monde, ça concernera tout le monde. Mais le malheur de certains commence à l'école maternelle. On voit dans les yeux de certains enfants, à la sortie de l'école maternelle, ce qui est leur vie, leur perception du monde, qui est déjà inscrite comme ça dans une espèce de désastre où ils sont perdus et ils n'ont pas d'aide. D'ailleurs, je trouve, quand même pour parler des EHPAD, l'organisation institutionnelle, sociale de l'ensemble des structures concernant les vieux, les jeunes, tout ça devrait être repensé sur un autre territoire institutionnel et avec un autre maillage, avec une autre conception architecturale, et qu'on n'ait pas d'un côté les vieux, de l'autre les jeunes, et qu'il n'y ait pas
qu'on ne soit pas dans la correspondance chère à Rimbaud, Baudelaire, je sais. Mais enfin bon, peu importe. Mais donc, voilà, c'est cette brutalité, cette violence qui habite tout le monde. Alors, c'est sûr que quand on est dans une réflexion, parce que l'idéologie là-dedans, ça a un sens, ça cherche à camoufler aussi. Et c'est pour ça que je crois que je n'ai pas la même vision philosophique du monde. Je n'ai pas une vision essentialiste de la philosophie. Pour moi, la philosophie est un combat. Voilà, un sport de combat. Et ça peut être très violent. Et ça a été violent au cours de l'histoire. Et comme on est dans l'année marche, je voudrais répéter ceci, c'est la 7e ou 11e thèse de Marx sur Feuerbach. L'individu isolé n'existe pas, il est à un moment donné l'ensemble de ses rapports sociaux. Et je crois que la vérité est là. Et quand on a la possibilité intellectuelle, quand on vous a donné, que l'école vous a donné la capacité d'appréhender le monde dans sa diversité, dans sa réalité, dans sa complexité, on est bienveillant, je dirais, naturellement, parce qu'on est attentif à autrui. Mais surtout, on est conscient que le rôle de cette violence, le rôle de cette brutalité, est qu'on peut efficacement la combattre. Et voilà, c'est ce que je veux. Moi, je voulais juste te dire que je suis quand même avis, comme ça faisait Laurent, nos personnes âgées dans les EHPAD et tout ça, ils payent entre 2 et 3 000 euros par mois. C'est quand même énorme pour les familles et tout, pour avoir des maltraitances et des choses comme ça. Donc je veux dire, c'est vraiment des usines à fric qui ne donnent pas le minimum pour que les gens soient un peu plus corrects, bien traités, quoi. S'ils payaient que 500 euros par mois, maintenant entre 2 et 3 000, c'est quand même une somme importante. S'ils sont une centaine, il faut voir ce que ça veut dire. Donc on a l'air de dire qu'on les maltraite et tout, alors qu'ils sont clients, si on est dans le management, ils payent, je veux dire, c'est des clients.